President Trump scores a big win on Capitol Hill while trying to quiet a growing controversy involving Jeffrey Epstein. Well, Doug, what? He scored it. What's the big victory? Ces derniers jours, un état d'alerte s'est emparé de la presse américaine. Et cette fois-ci, l'inquiétude ne provient pas seulement des disputes politiques conventionnelles ou des divisions partisanes habituelles. Ce qui a récemment fait surface a un poids beaucoup plus grave. Quelque chose qui touche directement le cœur le plus sensible d'une société qui, pendant des années, a préféré détourner le regard. Une vieille vidéo tombée dans l'oubli a été exhumée et recommence à circuler avec force. Il s'agit d'un enregistrement marqué par la douleur et le courage d'une femme qui, dans sa jeunesse, affirme avoir été victime de comportements inacceptables de la part de l'une des figures les plus puissantes de la scène américaine. Le nom impliqué n'est pas surprenant, mais le contenu et le moment où il refait surface jettent un nouvel éclairage sur l'ensemble. Cet épisode doit être traité avec le sérieux qu'il mérite. Non pas comme un conflit idéologique, mais comme une question urgente de justice et d'humanité. Ce document a ravivé d'anciennes discussions et a réduit au silence ceux qui, jusqu'alors, offraient un soutien sans faille. Le plus troublant dans cette affaire n'est pas seulement ce qui a été dit, mais le contexte dans lequel tout cela refait surface. La plaignante, qui a fait cette déclaration il y a des années, a décrit en détail comment, alors qu'elle était encore adolescente, elle a été amenée dans des environnements entourés de personnalités influentes. Ses paroles, auparavant discréditées ou considérées comme un outil politique, prennent désormais une autre intensité. Chaque phrase porte le poids du traumatisme, l'hésitation de ceux qui revivent quelque chose de presque indicible, l'effort pour raconter ce que tant de gens préféreraient faire semblant de ne pas avoir entendu. Cette affaire ne concerne pas la politique, mais le devoir de protéger les personnes vulnérables et de responsabiliser ceux qui se sont toujours sentis au-dessus des lois. Ce que l'on entend n'est pas nouveau, mais la manière dont cela est redécouvert impose un nouveau regard. Il y a quelque chose de profondément humain dans leur douleur que le temps n'a pas réussi à faire taire. Cet épisode rouvre également des blessures liées à des comportements déjà connus, mais régulièrement minimisés. Pendant des années, le protagoniste de ce scandale a accumulé des propos offensants, des attitudes douteuses et des situations qui, dans tout autre contexte, auraient suffi à provoquer une indignation générale. Cependant, ces épisodes ont été relativisés, décrits comme des blagues déplacées, des inventions de la presse ou des stratégies théâtrales. Cette minimisation constante a repoussé les limites de la tolérance collective. Quand une personne aussi puissante franchit les limites sans conséquence, le message transmis est dangereux. Le retour de cette affaire sur la scène publique oblige tout le monde à réévaluer jusqu'où cette permissivité nous a menés. Et cette rencontre avec le passé ne nous permet plus de rester inertes. L'enregistrement en soi n'est pas un événement isolé. Il fait partie d'un ensemble croissant de documents, de dénonciations et d'enquêtes qui s'étendent sur plus d'une décennie. Il existe des archives publiques, des enquêtes classées, des témoignages étouffés au milieu d'une tempête de désinformation. Le moment actuel permet de récupérer cet historique avec le poids qu'il a toujours mérité, mais qui par commodité a été mis de côté. Ce qui était auparavant considéré comme du bruit ou de l'exagération se révèle aujourd'hui comme faisant partie d'un complot inquiétant. Et cette reconnaissance tardive commence à provoquer des remous, même parmi les défenseurs les plus fervents du conservatisme institutionnel. Certaines voix qui sont restées silencieuses pendant des années commencent à émettre des signes de malaise, pas nécessairement par compassion, mais par crainte des conséquences politiques et de la perte de légitimité auprès de l'électorat. Un exemple en est la position récente d'un parlementaire qui, pendant longtemps, a accompagné le chef de l'exécutif dans divers dossiers controversés. Aujourd'hui, il se trouve face à un dilemme éthique. Lors d'une déclaration, il a mis en garde ses collègues contre les dangers d'un soutien inconditionnel face à des accusations aussi graves. Il a rappelé que les actes d'aujourd'hui construisent l'héritage de demain.
et que le silence, face à quelque chose d'aussi grave, peut laisser des traces irréversibles. Ces paroles, bien que simples, traduisent la profondeur de l'enjeu. Plus que l'image d'un leader, c'est l'intégrité d'un système qui, pendant tant de décennies, a été permissif envers les puissants qui est remise en question. Cette affaire est d'autant plus symbolique que, cette fois-ci, le public n'est pas passif. Les réseaux sociaux, les groupes de soutien, les mouvements pour la responsabilisation, tous sont actifs, attentifs et organisés. Dans ce contexte, le rôle de la presse se transforme également. Pendant des années, de nombreux médias ont évité d'aborder le sujet directement, eux craignant de perdre leur influence, de faire l'objet de poursuites judiciaires ou de subir des représailles politiques. Mais l'accumulation de preuves et la pression de l'opinion publique ont rendu intenable toute tentative de neutralité de convenance. La vérité s'est imposée et le public exige des réponses. Les anciennes images, les interviews archivées, les déclarations transcrites qui semblaient auparavant n'être que de simples provocations, tout cela compose désormais un sombre puzzle qui ne peut plus être ignoré. Nous sommes confrontés à des faits documentés, à un schéma révélé, à un silence qui a finalement commencé à se briser. Et c'est ce mouvement qui redéfinit le débat. La révélation la plus puissante de ce moment est peut-être qu'aucun titre, aucune influence, aucune protection institutionnelle ne peut protéger indéfiniment ceux qui abusent de leur position. Le temps, autrefois complice de l'oubli, est désormais témoin des omissions. Ce qui a été dit, ce qui a été caché, tout refait surface avec une force renouvelée. Et la leçon à tirer est claire. Aucune personnalité publique n'est exemptée de rendre des comptes. L'enjeu dépasse le sort d'un individu. Il s'agit de la manière dont nous traitons la souffrance des victimes, dont nous écoutons les voix réduites au silence, dont nous nous positionnons face à l'injustice. Cette affaire exige un suivi attentif, une analyse sérieuse et une empathie sincère. Car ignorer une fois de plus les signaux reviendrait à répéter une erreur qui a coûté trop cher à notre humanité collective. Alors que le scandale prend de l'ampleur et que les échos d'indignation s'amplifient, il devient impossible d'ignorer le choc qui commence à toucher le cœur politique qui, pendant des années, a érigé les piliers symboliques de la force et de l'autorité présidentielle. Il y a dans l'air un changement perceptible, un malaise évident parmi ceux qui, jusqu'à récemment, endossaient fièrement le rôle de défenseurs inconditionnels. Les personnalités les plus proches évitent de s'exprimer. Les commentateurs les plus fervents adoptent un ton modéré. Et même les médias et les plateformes connues pour protéger systématiquement les erreurs du président admettent désormais, bien qu'à contre-cœur, la gravité des faits. Il ne s'agit plus de préserver une image publique. Il s'agit de décider s'il vaut la peine de compromettre toute une carrière au nom de quelqu'un qui semble avoir dépassé toutes les limites possibles. Et plus le temps passe, plus le prix politique à payer devient élevé. Les doutes ne viennent pas seulement des adversaires. Ils se répandent dans les couloirs du pouvoir, dans les rédactions journalistiques, dans les réunions privées au sein même du parti au pouvoir, où l'on réfléchit déjà non seulement au présent, mais aussi à la manière d'aborder l'avenir imminent où les preuves deviendront incontestables. Les noms qui apparaissaient autrefois en bonne place aux côtés du président lors d'événements et de discours suscitent désormais la gêne. Beaucoup d'entre eux ont activement nié les faits, soutenant des versions qui présentaient des victimes comme manipulées, intéressées ou menteuses. Mais le retour de la vidéo, associé à des documents qui renforcent la véracité des récits, commence à démanteler, brique par brique, le récit d'innocence construit au fil des ans. Le processus n'est toutefois pas linéaire. Il existe encore des noyaux qui résistent. Certains continuent de propager la théorie du complot, accusant la presse de fabrication et voyant dans chaque nouvelle révélation une attaque coordonnée par des ennemis invisibles. Cette rhétorique trouve encore un écho parmi les secteurs les plus extrémistes, mais même là, le malaise grandit. Des questions sans réponse convaincante surgissent. Des enregistrements qui ne peuvent être démentis, des affirmations qu'il est impossible d'effacer. Le discours de l'attaque permanente, qui servait auparavant de bouclier, semble aujourd'hui atteindre ses limites.
L'épuisement face à tant de scandales, la répétition d'arguments creux et l'insistance sur la victimisation politique comme moyen d'échapper à ses responsabilités n'ont plus le même effet. Car il arrive un moment où les mots ne suffisent plus, où l'on attend une attitude, la justice, des conséquences. Et c'est à ce moment-là que l'on perçoit l'isolement progressif du président. Les soutiens les plus bruyants se transforment en murmures. Les défenses publiques sont remplacées par des silences calculés. Certains alliés, même sans rupture déclarée, s'éloignent déjà discrètement. Mais l'impact de ce scandale va au-delà de l'arène du pouvoir. Il touche au cœur même de la perception sociale des institutions chargées de protéger la justice, l'éthique et la dignité humaine. Pendant des décennies, le sentiment que la loi fonctionnait de manière sélective s'est installé. Les personnalités publiques, en particulier les plus puissantes, trouvaient toujours le moyen d'échapper aux conséquences. Classements sans suite, accords confidentiels, disparition de preuves, démoralisation des victimes. Cela a alimenté une blessure collective, une croyance amère selon laquelle la balance de la justice penche en faveur de ceux qui ont un nom, de la richesse et de l'influence. Et maintenant, avec le retour de cette vidéo qui ouvre à nouveau ce fossé, l'indignation renaît avec plus de force, car il ne s'agit plus de juger un individu isolé, mais d'affronter un système qui a échoué de manière continue et profonde. Un système qui a permis au pouvoir de servir de bouclier à l'abus, qui a déguisé la violence en charisme, qui a étouffé des histoires au nom de la stabilité. L'enjeu est de reconstruire la confiance. Et cela ne sera possible que si la vérité est affrontée, même si cela fait mal. Dans ce contexte, les plateformes numériques jouent un rôle central. La vidéo a refait surface non pas à l'initiative d'un grand média traditionnel, mais grâce à l'action d'utilisateurs ordinaires, qui ont commencé à partager des extraits oubliés, à croiser des informations, à revisiter des archives. Ce mouvement collectif, cette sorte de journalisme collaboratif, s'est révélé plus efficace que les enquêtes officielles si souvent étouffées. C'est cette mobilisation populaire qui a contraint les membres du Congrès à rompre le silence. Ce sont les fragments les plus percutants qui sont devenus viraux et ont rendu impossible toute tentative d'ignorer le sujet. Et c'est aussi l'émotion suscitée chez ceux qui ont regardé, chez ceux qui se sont reconnus dans la douleur de la victime, qui a réveillé des pans entiers de la société qui avait déjà perdu espoir. Des personnes qui ne croyaient plus en la justice ont commencé à exiger des réponses. Elles ont commenté, s'organisé, protesté, car si cette affaire est à nouveau enterrée, le message sera brutal, que le pouvoir continue de passer avant la douleur, que la vérité n'a d'importance que lorsqu'elle ne menace pas le statut de ceux qui commandent. Et pour beaucoup, ce scénario est insupportable. Dans le domaine juridique, les choses commencent également à s'accélérer. Les cabinets d'avocats réclament la réouverture des enquêtes. Les militants cherchent des moyens de garantir l'accès public aux preuves, et des personnalités auparavant silencieuses se voient obligées de prendre position. La survie politique même des sénateurs et des députés dépend désormais directement de la manière dont ils réagissent à ce scandale. Et cela crée une nouvelle dynamique. Certains tentent de se distancier discrètement, dans l'espoir de ne pas être emportés par la vague. Mais d'autres voient là une occasion de changer de position, de prendre leur distance par rapport à la connivence historique et de se présenter comme des défenseurs de la moralité. Pas nécessairement par conviction, mais par calcul, car ils se rendent compte que la société est plus vigilante, moins complaisante, plus disposée à exiger des comptes. Et dans ce contexte de réorganisation, peut-être que la vérité trouvera enfin un espace pour s'imposer, même si elle doit traverser un terrain contaminé par les intérêts et les convenances. Le point le plus symbolique de ce processus est peut-être l'effondrement progressif d'une image méticuleusement construite au fil des décennies. La personnalité d'un leader ferme, au commandement incontesté, commence à s'effriter face à l'avalanche d'informations. Ce qui était auparavant de l'idolâtrie se transforme désormais en doute. Ce qui semblait être de la conviction est devenu de la crainte, et ce qui était du soutien est devenu du calcul.
Face à cela, le président semble percevoir le rétrécissement de sa base. Ses apparitions deviennent moins fréquentes. Ses discours répètent des formules qui ne suscitent plus l'émotion. Et sa rhétorique perd son pouvoir de mobilisation. La protection institutionnelle qui l'entourait montre des fissures de tous côtés. Et à chaque nouvelle révélation, il se voit plus proche d'une impasse. La crainte que de nouvelles preuves apparaissent, que d'autres témoignages soient exposés, que d'anciens alliés deviennent des détracteurs, crée un climat d'instabilité qui pulse dans les coulisses et qui, à un moment donné, va exploser devant le pays. La question qui reste est que faire à partir de là, maintenant que les projecteurs internationaux se sont à nouveau braqués sur cet épisode? Maintenant que les vérités indésirables refont surface, la responsabilité n'est plus seulement individuelle, elle est collective. Il ne s'agit ni de vengeance, ni de protection. Il s'agit d'un choix civilisationnel. Il s'agit de décider quel type de culture politique et sociale on souhaite construire à l'avenir. Une culture qui masque, nie et réduit au silence, ou une culture qui écoute, enquête et transforme? Le temps nous donnera la réponse. Mais il est indéniable qu'après cela, rien ne sera plus comme avant. Au fur et à mesure que l'enquête avance et que de nouveaux documents liés à l'affaire sont rendus publics, on se rend compte qu'il existe une dimension plus profonde derrière cette personnalité qui, pendant des années, a occupé le devant de la scène politique américaine. La foi que beaucoup ont placée en lui, les rêves qu'une partie de l'électorat a nourris, tout commence à s'effondrer face à la possibilité que les épisodes auparavant considérés comme des rumeurs ou des inventions s'entremêlent dans un schéma de comportement récurrent. Il ne s'agit plus d'un incident isolé, d'une accusation ponctuelle ou d'un simple affrontement partisan en période de campagne électorale. Ce qui se dessine, c'est une répétition de comportements. Et cette répétition, en soi, rend impossible de continuer à l'ignorer. La rhétorique du déni, qui a longtemps servi de tranchée automatique, ne résiste plus au poids des preuves, à la pression collective et à l'usure morale qui se répand dans de larges secteurs de la population. Lorsque même les partisans les plus fervents manifestent des hésitations, c'est le signe que quelque chose de profond a changé. Et ce quelque chose pointe directement vers l'effondrement d'une structure maintenue par la peur, un discours vide de sens et la protection institutionnelle. Les implications de cette révélation dépassent les limites de la sphère personnelle du président. Elles touchent directement les fondements de la démocratie américaine, déjà sous tension au cours des derniers cycles politiques. L'affaire met en évidence les failles d'un système qui a trop longtemps permis l'accumulation effrénée du pouvoir sans aucune responsabilité. Il montre comment l'idéalisation aveugle des dirigeants peut dégénérer en complicité inconsciente et comment l'extrémisme idéologique corrode les filtres éthiques du débat public. La radicalisation, alimentée par des discours divisionnistes, a détruit des ponts, bloqué le dialogue et paralysé les mécanismes de contrôle. Beaucoup ont averti que la facture allait arriver, et elle est arrivée. Non seulement avec des scandales, mais aussi avec le sentiment que le concept même de vérité a été dilué. La confiance dans les institutions, les médias, le pouvoir judiciaire et les dirigeants a atteint des niveaux critiques. Et des situations comme celle-ci n'apportent pas de solution immédiate. Elles creusent le fossé entre le citoyen ordinaire et l'appareil étatique qui devrait être à son service. C'est dans ce contexte qu'il devient indispensable de donner la parole à ceux qui ont été réduits au silence pendant si longtemps. Permettre aux victimes de s'exprimer sans moquerie, sans représailles, sans mépris. Il ne s'agit pas de vengeance personnelle, mais de réhabilitation historique, de justice émotionnelle, de validation humaine. Le courage de quelqu'un qui choisit de parler après des années de silence forcé doit être considéré comme un geste de lucidité au milieu de l'aveuglement collectif. C'est à travers ces témoignages que la société peut mesurer l'ampleur réelle des dommages causés non seulement à ceux qui ont directement souffert, mais aussi à la collectivité qui, en restant silencieuse, s'est habituée à voir la douleur utilisée comme une arme sur l'échiquier politique.
Lorsque la souffrance est transformée en objet de manipulation électorale, on perd le repère le plus élémentaire de l'humanité. C'est pourquoi ce moment exige plus qu'une simple écoute. Il exige une réaction. On ne peut plus rester les bras croisés. Il faut se lever, dénoncer, faire pression. Il faut se rappeler qu'il existe des limites et que ces limites ont été dépassées depuis trop longtemps. La manière dont le Congrès réagira à cette affaire sera déterminante. Non seulement pour le président, mais aussi pour chaque personne occupant un poste de représentation publique, sénateur, député, chef de file. Tous ceux qui chercheront à justifier l'injustifiable se rangeront du côté de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire récente du pays. Et la population est vigilante. Elle en a assez des subterfuges, des tactiques évasives, des recours juridiques utilisés comme boucliers. Elle veut de la clarté. Elle veut des actions concrètes. La révolte exprimée dans les rues, sur les forums numériques et dans les conversations quotidiennes n'est pas seulement de la colère, c'est aussi de la lassitude accumulée. C'est la douleur de voir le pouvoir utilisé pour protéger l'injustifiable, de réaliser que l'impunité semble toujours profiter aux mêmes personnes. Et ce sentiment, s'il n'est pas entendu, se transformera en quelque chose d'encore plus dangereux, une désillusion totale envers la démocratie. Il est essentiel de comprendre que des personnalités telles que celles impliquées dans cette affaire ne restent pas au sommet seules. Elles sont soutenues par un réseau, formé par des convenances, des intérêts, des pactes tacites. Rompre avec ce réseau exige du courage. Cela exige que les représentants publics pensent au-delà des cycles électoraux, qu'ils privilégient l'éthique plutôt que les alliances, qu'ils choisissent des principes et pas seulement des positions stratégiques. Et ce n'est pas anodin. La politique est, par nature, un domaine où la survie dicte les règles. Mais lorsque cette survie est liée à la protection de comportements indéfendables, il est peut-être temps de redéfinir les règles du jeu, de rétablir les valeurs qui devraient guider la fonction publique, de rappeler qu'avant tout poste, il existe une obligation morale envers la justice, la vérité et le bien collectif. Cette obligation ne peut plus être reportée. La société, qui suit attentivement chaque nouvelle révélation, doit également comprendre son rôle dans ce processus. Le silence social a longtemps été le terreau de l'impunité. Mais il existe désormais une réelle chance de briser ce cycle, d'établir un nouveau paramètre, d'affirmer que le temps de la complaisance est révolu. Il ne s'agit pas d'un désir de destruction, mais d'une aspiration à la reconstruction. Un appel collectif en faveur d'une voie plus intègre, plus transparente, plus humaine. Ce changement commence lorsque l'on donne la parole à ceux qui ont été réduits au silence, lorsque l'on observe les faits avec rigueur, lorsque l'on exige que les responsables soient appelés à rendre des comptes. Car protéger des réputations ne peut jamais avoir plus de valeur que préserver la dignité d'une vie. Si cela n'est pas compris maintenant, il ne restera peut-être plus rien à comprendre. Au final, ce qui reste, c'est la vérité. Elle trouve toujours un moyen d'émerger, même après des années de dissimulation. Et lorsqu'elle apparaît, elle apporte avec elle la possibilité d'une guérison, d'un nouveau départ, d'une refonte institutionnelle. Le pays se trouve à la croisée des chemins. Il peut continuer à faire comme si rien ne s'était passé et perpétuer les mêmes erreurs. Où il peut affronter ce qui s'est passé avec la fermeté nécessaire et enfin construire quelque chose de différent. Les victimes l'attendent, le peuple l'exige et le temps réclame justice. Si vous avez l'impression que plus personne n'en parle en profondeur, si vous sentez que les grands médias contournent le sujet et que le système protège toujours les mêmes, alors cette chaîne est votre espace. Ici, nous relions les points, sans crainte de dire ce qui doit être dit. Si cela vous interpelle, cliquez sur « J'aime » et inscrivez-vous dès maintenant. Votre participation permet à ce contenu d'atteindre ceux qui ont encore besoin d'entendre la vérité. Et en ce moment, plus que jamais, la vérité doit être amplifiée.